Génération Justice, le podcast. Défendre est une passion. Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire. Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. À travers une série d'entretiens d'avocats éthiques, nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie. À travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive, c'est à l'être humain. Bonjour Samy, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast qui fait l'alliance entre le droit et la psychologie. Et on a voulu rencontrer des avocats engagés qui sont à la fois militants sur le terrain, mais qui ont aussi un rapport très humain finalement au droit et à la justice. Et donc toi, par rapport à ton parcours et ce que nous savons de toi, nous aurions aimé savoir déjà qu'est-ce qui t'a donné ta vocation? Bonjour Fanny, premièrement, je te remercie pour ton invitation. Alors, ce qui m'a donné ma vocation, pour répondre à ta première question, alors ça va être peut-être assez difficile à expliciter, mais grosso modo, au départ, je n'avais pas vraiment de vocation pour le métier d'avocat. C'est-à-dire que je suis issu effectivement d'une famille modeste, et si tu veux, lorsque j'entendais faire des études, pour moi, c'était simple. Dans le prisme qui était le mien, avec les yeux qui étaient les miens, je me voyais soit devenir médecin, soit devenir avocat. C'était pas forcément, on va dire, pour une raison particulière liée à un caractère de vocation ou pas, c'était plus par rapport finalement peut-être au prestige qui était attaché à l'un ou l'autre de ces métiers. Par contre, vu que j'étais plus tourné vers, effectivement, l'écrit, la langue, et j'ai fait un bac économique et social, bah, de base, je me sentais plus attiré par les études de droit que par les études de médecine. Par contre, une fois que je suis arrivé en fac, de droit, j'ai vraiment, eu un coup de foudre pour le droit et finalement pour le métier d'avocat. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que tout ce que j'aimais, tout ce que j'aimais finalement dans la vie, c'est-à-dire le rapport aux autres, la défense, de certaines causes, même si c'était quelque chose d'indicible chez moi, dont j'avais pas forcément relevé le caractère important, je me suis rendu compte que tout tombait sous un sens lorsque, finalement j'ai découvert ce qu'était le droit. J'ai eu vraiment une passion pour le droit, parce que on pourra peut-être en parler, mais dans la manière dont je vois les choses, je ne me voyais pas dans la vie faire quelque chose que je n'aimais pas, c'est-à-dire me réveiller tous les jours, pour effectuer des tâches, alimentairement uniquement. Parce que finalement, j'ai toujours eu cette volonté de servir à quelque chose, que ça soit, comme je l'ai dit, dans un quelconque domaine. Mais effectivement, j'ai été passionné par le droit, ça m'a vraiment pris. Et d'autant plus par le métier d'avocat, parce que ça permettait d'une part, d'aider les autres d'une certaine manière. En tout cas, moi, c'est la manière dont je perçois ce métier, et en même temps de pouvoir, être dans ce domaine du droit qui m'a tant passionné et qui me passionne toujours autant. Et est-ce qu'il y a des modèles qui t'ont inspiré, des modèles d'avocats ou des modèles, dans ta famille, des figures qui finalement t'ont amené, vers, déjà ce que tu décris, un métier qui ait du sens ou te sentir utile, par exemple? Bah, si tu veux, malheureusement, je n'ai pas dans ma famille, d'avocat. Mais effectivement, l'un des personnages, un avocat qui est décédé, paix à son âme, qui m'a vraiment marqué, c'est, maître Jacques Vergès. D'une part pour son engagement contre, le colonialisme, j'ai, je crois, tous ses livres, je les ai quasiment tous lus, et au-delà de l'avocat qu'il était, engagé dans des causes, comme la cause algérienne, comme la cause, effectivement, contre le colonialisme, contre le racisme, et cetera. C'était comment dire? Un écrivain, hors pair, et vraiment une figure, qui m'a profondément marqué. Bien avant d'ailleurs que je devienne avocat, pendant mes études, et même avant, c'est un personnage qui m'a vraiment
inspiré et marqué et qui continue à m'inspirer. Ma bibliothèque est remplie de tous ces ouvrages, où il parle des crimes d'État, par exemple, notamment africains, ces ouvrages où effectivement, il parle, de l'Algérie. Il y a un ouvrage qui m'a beaucoup marqué, c'est «Lettres à mes frères algériens devenus tortionnaires». La justice est un jeu, enfin, les sanguinaires, il y a beaucoup de rapports avec, comment dire? L'aspect colonial et cetera. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué et moi, personnellement, ma famille est originaire de l'île Maurice et lui était originaire de l'île de la Réunion, à côté et j'allais dire que, son parcours, être avocat en France, surtout à l'époque où il l'a été, avec une apparence étrangère, parce que même s'il était français, même si son père était consul de France et cetera, il avait une apparence asiatique. Et c'est quand même un avocat, je pense, qui a marqué son temps, marqué son siècle. Le procès Barbie, le procès, de Jamila qui est devenue ensuite l'une de ses épouses et cetera. Je pense que c'est l'un des personnages qui m'a le plus marqué, inspiré dans, le cadre du métier d'avocat et même au-delà. Même au-delà parce que ses prises de position et ce qu'il a écrit ont dépassé largement le cadre de l'avocature. Et quelles sont tes grandes causes? Alors dans ce que j'ai pu défendre, j'allais dire, finalement, le dénominateur commun un petit peu, des différentes grandes affaires que j'ai eu à défendre, c'est finalement soit le rapport avec le racisme, heu, peu importe sa manière, soit, effectivement les discriminations. C'est-à-dire que si on prenait un fil conducteur des grandes affaires que j'ai eu à défendre, même si c'est dans des domaines extrêmement variés, le dénominateur commun à chaque fois, c'est ce rapport avec le racisme et effectivement la discrimination. Parce que l'une des premières affaires que j'ai eu à traiter, j'étais avocat depuis moins d'un an, c'est, l'affaire, d'un humanitaire français qui a été détenu au Bangladesh. Et effectivement, la toile de fond de cette affaire, c'était la cause des Rohingyas, puisque cet humanitaire était venu en aide aux Rohingyas et était emprisonné au Bangladesh pour cela. Et donc j'étais parti au Bangladesh pour assurer sa défense et j'étais avocat depuis même pas un an à ce moment-là. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué parce que, sur place, heu, nous étions, recherchés par la police et cetera. C'est vraiment une histoire, rocambolesque qui s'est passée même du point de vue de l'avocat que je suis, confronté à des policiers, à un gouvernement, qui, ne comprenait pas l'engagement qui était le nôtre dans cette cause qui était celle d'une minorité qui est toujours à ce jour persécutée, celle des Rohingyas. Donc voilà. Ensuite, il y a eu beaucoup, effectivement, surtout récemment, d'affaires de violences policières qui, à mon sens, ont en toile de fond ce rapport assez ténébreux entre la police et les banlieues, sur fond, quelque part, de discrimination, de racisme, en tout cas d'inégalité de traitement entre des citoyens, parce qu'on se rend compte que la manière dont les policiers se comportent, comment dire, en banlieue n'est pas la même que dans le reste du territoire métropolitain ou d'outre-mer d'ailleurs. Donc, on va dire, il y a cela. Après, il y a beaucoup d'autres affaires qui, ont pu avoir attrait, par exemple, à l'islamophobie. J'évoque notamment des affaires, qui sont allées jusqu'au Conseil constitutionnel, donc, on va dire au plus haut sommet de l'État, qui ont impliqué, des fermetures d'écoles soupçonnées de radicalisation alors que ce n'était pas le cas, ou, des associations humanitaires pour lesquelles on a obtenu, des classements sans suite de dossiers de financement du terrorisme parce que ces associations venaient, en aide à des populations à Gaza ou en Syrie ou autres. Donc si tu veux, Fanny, la toile de fond, les grandes causes qui ont été les miennes, ont cette toile de fond. Et d'ailleurs ça vient un petit peu, expliquer, ce qui avait commencé avant même ma carrière d'avocat puisque, j'étais coauteur d'un ouvrage de liberté publique, intitulé «Musulmans, quels sont vos droits?» et ceci effectivement, dès 2013, avant même, de prêter serment d'avocat. Donc si tu veux, j'ai toujours été, attaché à ces causes-là, donc ce seraient mes grandes causes. Pour moi, au-delà de ça, pour répondre au second pan de la question, les grandes causes pour moi, la manière dont je les vois, au-delà de celles que j'ai traitées, c'est des causes, qui concernent, finalement la défense des personnes,
qui ne sont pas en mesure, que ce soit financièrement, économiquement, structurellement, heu, peu importe, en mesure de se défendre. C'est-à-dire la défense finalement, des personnes, sans voix, des personnes, qui sont persécutées, qui sont discriminées, ce sont celles-ci les causes que j'estime être grandes, pas forcément celles que j'ai eu à traiter, mais en règle générale, je pense que les causes les plus importantes sont celles des personnes, les plus faibles. Voilà. Et est-ce que ça peut rejoindre quelque chose que tu as peut-être vécu dans ta vie? Puisque tu disais que tu viens d'une famille, modeste, puis tu as cette biculture. Donc est-ce que la discrimination, tu l'as vécue dans ta propre vie ou tu en as été témoin? Bah, si tu veux, effectivement, moi personnellement, j'ai pu constater, on va dire structurellement, être témoin de mes yeux d'un certain nombre de choses. Mais au-delà de ça, personnellement, on parlait de la police et cetera. Personnellement, dès mon plus jeune âge, je pense que j'avais 8 ou 9 ans, j'ai été, victime, de discrimination de la part de la police. C'est-à-dire, c'est un événement, assez banal en réalité ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, je marchais, à proximité de mon domicile. Je consommais une canette de soda que j'ai jetée au sol. À ce moment-là, un véhicule de la brigade anticriminalité passait à côté de moi. Si tu veux, il s'est rien passé de méchant, rien de passé de grave. Ils ont les vitres se sont baissées et finalement, je me retrouve face à 4 agents qui étaient, dans ce véhicule, qui m'ont clairement, demandé de ramasser, cette canette. Jusque-là, j'allais dire pas de problème, mais en me disant que je devais la ramasser parce que ici je n'étais pas chez moi. Alors même que voilà, je suis de nationalité française, il y a pas de problème, mais effectivement, j'ai une apparence qui n'est peut-être pas extrêmement française. Donc si tu veux, dès mon plus jeune âge, j'ai eu ce rapport assez particulier et que ça soit à cette occasion ou à d'autres, on a pu me rappeler que je n'étais peut-être pas, aussi français ou que je ne ressemblais pas autant à un Français que que d'autres. Mais j'ai pas eu forcément de difficultés, de complexes par rapport à cela. C'est quelque chose que j'ai très vite, accepté. Mais si tu veux, peut-être que de manière indicible, encore une fois, ça a pu avoir un rôle, ça a pu jouer dans, l'avocat que je suis aujourd'hui. Et l'avocat que tu es aujourd'hui a parfois, accès à une réalité profondément traumatique. Quand je lisais justement des articles sur, Sofiane, je crois que c'est quelqu'un que tu un de tes clients qui a vécu des violences policières récemment. Donc Absolument. c'est quelque chose de profondément violent. Quand tu es soumis à ce genre d'histoire, est-ce que ça a un impact sur toi? Comment est-ce que tu vois les humains? Et qu'est-ce que tu penses, en fait, de ces violences policières? Comment tu les expliques? Alors, effectivement, on ne peut pas, je crois, en tout cas moi personnellement je suis ainsi, on ne peut pas, s'impliquer dans des affaires sans abaisser sa garde et pouvoir être touché personnellement. Moi, quand je m'investis dans une affaire, effectivement, je crois que je m'investis à 100 et il m'arrive, en tout cas, de manière, effectivement, ésotérique de faire corps avec, la personne que je défends ou l'affaire que je défends. Je dirais pas la cause parce qu'un avocat ne défend pas des causes, mais parfois, je dirais que l'investissement est tel que on frôle les limites. Donc si tu veux, je ne peux pas ne pas être personnellement atteint, me sentir, ressentir, des émotions dans une forme d'empathie, c'est-à-dire que ça soit la colère, que ça soit, l'énervement, la frustration, même la douleur parfois, lorsque on est aux côtés de victimes, de tels actes, finalement innommables et qui n'ont aucune autre explication que, finalement un comportement, raciste discriminatoire. Maintenant ceci étant dit, est-ce que ça a changé mon regard sur les autres? Oui et non. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, je pense, d'assez positif et on va dire, j'ai profondément espoir en l'être humain. C'est-à-dire que toutes, ces affaires que je peux avoir à traiter, qui peuvent être, parfois, ténébreuses, parfois sombres, ne changent pas mon regard sur l'humain avec un grand H. Et par contre, ça m'ancre dans une réalité qui est une réalité, effectivement assez dure, assez douloureuse et effectivement, en ce sens, c'est vrai que malgré le fait que ça ne change pas l'espoir que j'ai en l'être humain,
ça change peut-être le regard que j'ai sur l'humain avec un petit H et ça c'est une certitude. C'est-à-dire que j'ai un regard, peut-être, plus pessimiste sur les choses, mais je n'exercerai pas ce métier si le caractère positif ne prenait pas le dessus. Si j'étais convaincu que rien ne pouvait changer, bah, finalement, je pense que je ne m'investirais pas dans de telles affaires où je n'exercerai pas ce métier. Parce que si tu veux, comme je le disais tout à l'heure, moi je ne fais personnellement pas ce métier, pour une autre raison que celle, de vouloir me rendre utile. Et si à un moment donné, j'estimais que, je ne serais pas utile dans ce métier, j'essaierais d'en trouver un autre, dans lequel je pourrais me rendre utile. Parce que si tu veux, c'est la manière dont je suis et finalement, personnellement, je suis quelqu'un qui n'agit que par stimulation. C'est-à-dire que si quelque chose ne me stimule pas, si quelque chose ne me donne pas envie, ben, personnellement, je ne me forcerai pas à le faire. Et mon implication dans ce type, d'affaires, c'est vraiment quelque chose qui me stimule et qui me prend à cœur. Et si je pensais que ça n'avait, aucune chance de changer quoi que ce soit, je ne le ferais pas. Alors, je ne dis pas, qu'à mon échelle, les choses pourraient changer, non. Mais finalement, heu, en ayant, de plus en plus d'affaires défendues par divers avocats, engagés, ici et là, bah, peut-être qu'à un moment donné, les choses pourront changer. C'est ce que j'espère. Et du côté du droit, comment tu penses que ça pourrait impacter justement et que la question des violences policières soit gérée autrement, peut-être par le gouvernement, ou peut-être par une nouvelle manière finalement de penser le lien, policier, justice et citoyen? Bah, justement, c'est-à-dire que, à mon sens, la réponse se trouve, dans ta question, dans la mesure où, personnellement et c'est ce que je dis depuis en tout cas ces dernières affaires qui ont eu lieu pendant le confinement, c'est qu'à mon sens, la réponse ne peut pas forcément être uniquement judiciaire. Déjà, la réponse judiciaire, prendra du temps parce que la justice, finalement, c'est un processus assez long, d'autant plus dans ce type d'affaires. Donc, à mon sens, ce n'est pas finalement, des condamnations ici et là qui, pour l'instant, sont, statistiquement très faibles. Ce ne sont pas des condamnations de policiers, qui changeront quelque chose, même si c'est un commencement. Et j'espère que les policiers concernés, même si la présomption d'innocence doit être respectée, j'espère que les policiers concernés, si la justice vient à mettre en exergue des comportements déviants, pourront être sanctionnés, par la justice. Ceci étant dit, moi je suis convaincu que la réponse devrait venir d'une part d'une reconnaissance, que ça soit de la part de l'institution policière ou de la part de l'institution étatique. Je pense que la première étape, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé post-colonisation. La première étape, ce serait de reconnaître l'existence de ces violences. Jusqu'à présent, on n'a pas de reconnaissance officielle, de l'existence de ces violences. Parce que finalement, reconnaître ces violences, c'est, ensuite s'interroger sur la pertinence, et l'origine de ces violences. Et si on ne fait pas la première étape, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a des violences, bah, on ne peut pas rechercher derrière à quoi sont liées ces violences. Et pour moi, il y a un terreau, qui doit être finement étudié pour comprendre finalement pourquoi depuis 40 ans, on a ce même rapport, finalement avec les violences policières qui ont eu lieu, depuis 40 ans et qui ont toujours lieu dans les mêmes endroits, face aux mêmes populations. Donc, comment se fait-il que nous ayons des policiers qui soient d'origines diverses, qui, sont dans des territoires différents de la République, qui sont peut-être formés à différents endroits, qui ont des âges différents, des expériences différentes, mais qui, mis dans les mêmes circonstances, peu importe où on se trouve, au nord, sud, est, ouest, à savoir dans les à savoir dans les banlieues, comment se fait-il que ces policiers adoptent les mêmes comportements? Donc pour moi, il faut qu'on puisse finalement se pencher sur cela et pour moi, la meilleure méthode, ce serait une commission parlementaire, donc des représentants de la nation qui seraient désignés à ce titre pour étudier, voir ce qu'il en est et ensuite faire une proposition de loi sur la manière dont le rapport policier pourrait peut-être être revu, la manière dont les choses pourraient être, modifiées pour que la difficulté qui existe depuis 40 ans, si ce n'est plus en France,
puisse être résorbée. Et dans ton métier d'avocat, quel est ton plus beau souvenir? Alors, mon plus beau souvenir, heu, j'en ai 2. Le souvenir, les presque un mois passé au Bangladesh, c'est un souvenir, indéfectible. D'une part parce que, j'étais jeune avocat, enfin, je le suis plus ou moins toujours, mais j'étais avocat depuis seulement 1 an à ce moment-là. Je vais plaider dans un pays, hem, en Asie du Sud-Est, où il n'y a pas de convention bilatérale entre la France et le Bangladesh, de sorte que, normalement, je n'ai pas le droit de plaider. Donc on se rend dans les juridictions et on fait du forcing pour pouvoir défendre notre client, et ceci sans aucun cadre légal, et on arrive à le faire. Et au final, on est poursuivi par le gouvernement pour les prises de position qu'on prend dans les médias par rapport à cette affaire. On est recherché par la police. On voyage pendant 24 heures du sud du pays jusqu'à la capitale pour rejoindre l'aéroport, allongé dans une camionnette, pour éviter les contrôles de police, et cetera, pour au final se faire arrêter, enfin, et faire intervenir l'ambassadrice de France, et cetera. Enfin, c'est une expérience, malgré son caractère traumatique, qui était extrêmement, enrichissante, pour moi, et être reçu, à notre retour, au ministère des Affaires étrangères pour évoquer cette affaire, et cetera, c'est un souvenir qui a été, assez particulier. Le deuxième souvenir, c'est lorsque j'ai eu l'occasion de plaider et de gagner, un dossier devant le Conseil constitutionnel. Donc j'avais déposé dans un procès assez, assez médiatique d'ailleurs, une question prioritaire de constitutionnalité qui m'a permis, finalement de passer toutes les étapes. Le dossier est passé devant la Cour de cassation, puis la Cour de cassation a renvoyé devant le Conseil constitutionnel, et j'ai eu l'occasion de plaider devant le Conseil constitutionnel, donc on va dire l'une des institutions, étatiques, les plus éminentes. Et donc, j'étais face au président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, avec, l'intégralité des sages. Il y avait Lionel Jospin, il y avait un certain nombre de personnes, et donc plaider un dossier devant cette institution, ça a été, heu, l'un de mes plus beaux souvenirs également. Et est-ce que tu as déjà des traumas dans ton métier? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a aussi des souvenirs qui sont, traumatiques? Alors évidemment, il y a des souvenirs, qui sont traumatiques. L'un des souvenirs les plus traumatiques, c'est celui d'un client que j'ai défendu, qui, avant d'être un client, a été l'un de mes amis, qui effectivement, se voyait reprocher, des faits de tentative d'homicide, et qui a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle, par la cour d'assises. Donc ça, c'était un des mais bon, on va dire, je ne remets pas en cause le verdict parce qu'il était peut-être, justifiable, mais ça a été une expérience, traumatique, non pas sur le plan professionnel parce que on va dire, c'est quelque chose qui peut arriver, mais sur le plan, plus personnel, même si c'était dans un cadre professionnel. Et qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans ton métier? Alors ce que je trouve le plus dur, c'est justement, finalement, ce que j'indiquais tout à l'heure, à savoir d'abaisser sa garde. C'est-à-dire que moi, je ne vois ce métier que de cette manière-là, c'est-à-dire d'abaisser sa garde, en s'impliquant dans l'intégralité des dossiers. Mais s'impliquer dans les dossiers, ça veut dire aussi, offrir une forme de vulnérabilité qui fait que ce qui va se passer dans ce dossier, va nous affecter. Parce que, finalement, il n'y a pas de scission entre l'avocat que je suis et l'homme que je suis. Malheureusement, c'est la même personne, et personnellement, lorsque je rentre chez moi, lorsque je me couche dans mon lit, je continue d'être un avocat. C'est-à-dire que, ce qui s'est passé dans ma journée, va continuer à se passer en moi, et donc évidemment, le fait de ne pas avoir de scission comme ça, parce qu'on s'implique émotionnellement dans les dossiers, c'est quelque chose, qui a du bon, parce que moi, je ne le vois que de cette manière-là, je ne pourrais pas le faire autrement, mais en même temps, ça, offre une forme de vulnérabilité, où ça ouvre une brèche en nous qui fait que ce qui va se passer dans ce dossier, que ça soit bon ou mauvais, ça va nous affecter, et donc s'il y a du mauvais, ben, ça va nous affecter davantage.
Quand on t'entend parler, Samim, on sent que la question de l'autre, de l'aide à l'autre et donc de l'utilité, est très centrale tant dans ta manière d'être humain que dans ta manière d'être avocat. Et dans un monde comme aujourd'hui où la justice est quand même très critiquée, le pouvoir aussi, de nombreux avocats se positionnent, contre la magistrature, en tout cas dans une critique de la magistrature. Et puis, au niveau des citoyens, beaucoup parlent d'injustice. Donc toi, quel est ton regard déjà en premier lieu sur la justice? Est-ce que tu as confiance en elle? Et puis peut-être de manière, plus précise, quel est ton regard sur la magistrature? Alors, sur ma confiance en la justice, moi, je paraphraserais, Jacques Vergès, que j'avais évoqué tout à l'heure, qui disait: «J'ai davantage, confiance en la cuisine de mon pays qu'en la justice de mon pays», en faisant référence à la France. Mais au-delà de ça, je dirais que comme dans comme dans toute section, comme dans tout, contexte, il y a des gens bons et des gens mauvais partout. La difficulté pour moi, qui pourrait se poser avec la magistrature, ce n'est pas tant qu'il y ait, qu'elle soit remplie de mauvaises personnes, mais, peut-être qu'il faudrait, faire en sorte que, les magistrats aient davantage une expérience peut-être de la vie avant d'être magistrat, parce qu'aujourd'hui on a des magistrats extrêmement jeunes. Peut-être, qu'ils aient pu, être avocats avant, je sais pas, mais le fait de défendre des gens, ça peut donner un regard peut-être différent sur les choses, ou le fait d'avoir travaillé, dans la société civile avant. Je ne sais pas de quelle manière il faudrait, voir les choses, mais ce que je constate moi personnellement, mais peut-être ça sera amené à changer, c'est que on a des mêmes catégories de personnes qui peuvent être magistrats, qui n'ont peut-être pas le même rapport justement avec l'autre, que ça soit historiquement, que ça soit familialement, que ça soit structurellement, que ça soit financièrement, je ne le sais pas. Ce que je peux dire, même si je ne critique pas, on va dire, tous les magistrats et loin de là, mais ce que je dis, c'est que effectivement, peut-être qu'il faudrait ramener davantage d'humains dans les prétoires et surtout du côté, des magistrats. C'est-à-dire que, heu, on ne soit pas avec ce rapport qui est d'ailleurs symbolisé, par les structures des tribunaux où on a les magistrats qui sont surélevés par rapport aux gens. Si tu veux, bon, structurellement, historiquement, ça s'explique parce que c'était le roi qui rendait la justice et cetera, auparavant. Mais si tu veux, j'ai l'impression que les magistrats, bah, comme dans les tribunaux, sont un peu au-dessus du lot et ce positionnement-là, pourrait rendre n'importe quelle personne, heu, finalement dans une forme, finalement où la personne va se détacher peu à peu, finalement, des personnes qui sont en face, en se considérant, directement ou indirectement au-dessus. Et moi, c'est davantage ça que je peux critiquer plus que le fond, des choses. Je pense que, peut-être il faudrait, heu, structurer les choses d'une manière où les magistrats pourraient avoir un rapport avec l'humain, qui serait différent de celui qui existe aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que on a des personnes, non qui agissent comme des robots, mais presque, et qui sont dénuées de sentiments parfois, ou en tout cas d'expérience, de vision des choses sereine. Peut-être que ce serait un moyen, après je suis pas là, à ma place pour donner des leçons aux magistrats, mais ce que je pense, c'est qu'il faudrait mettre davantage d'humains, heu, comment dire? Dans les tribunaux, et je trouve que certains magistrats manquent d'humains, heu, dans leur pratique. Le magistrat, Georges Domergue, lui, parlait carrément d'une problématique dans les profils psychologiques, parfois, des magistrats. À savoir qu'il constatait que parfois il y avait une forme de toute-puissance, dans la manière dont certains administrent, les tribunaux et que donc cette question-là pouvait se trouver dans le profil psychologique. Qu'est-ce que tu en Bah penses? enfin, je pense il a davantage côtoyé les magistrats de l'intérieur que moi, étant lui-même magistrat. Mais moi, je partage un peu son sentiment parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment être fort mentalement pour, structurellement avoir du pouvoir et ne pas être tenté d'en abuser ou de se sentir différent de ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Par exemple, d'être une personne,
riche, mais de se sentir proche des pauvres, d'être une personne, heu, avec du pouvoir et d'avoir les mêmes sentiments qu'une personne qui n'en a pas, c'est quelque chose quand même qui est assez particulier et ça demande une grande force que celle-ci. C'est-à-dire d'être en mesure finalement de faire de se dépersonnaliser et de pouvoir se mettre à la place de l'autre alors qu'on n'a aucune raison matériellement, financièrement ou structurellement par rapport au pouvoir qu'on a, de se sentir dans les chaussures de l'autre. Donc oui, ça peut créer une toute-puissance, surtout pour des magistrats qui ont 25, 30 ans, qui sont là, qui finalement vont avoir des personnes en face, qui n'ont pas forcément le même profil qu'eux, qui n'ont rien à voir avec eux et eux vont pouvoir être tentés de se sentir, heu, moins proches de ces personnes-là et donc de les juger avec d'autant plus de recul, alors même que, à mon sens, le meilleur magistrat, c'est celui qui, effectivement, est le plus proche de celui à qui il va rendre la justice. Donc un avis que je partage avec toi, qui m'en vient à te poser cette question. Est-ce que tu penses que nous sommes, tous égaux, face à la loi? Est-ce que toi, tu sens qu'il y a de la discrimination aussi par rapport aux minorités ou par rapport à qui on est, ce que l'on représente, au cœur de la justice et face justement à la magistrature ou face aux lois en général? Bah, l'égalité, c'est quelque chose qui est postulé depuis 1789 en France. Je dirais que c'est un principe qui est ancré dans la France. Est-ce qu'il est appliqué en pratique? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, sans être pessimiste. Je pense qu'effectivement, il y a, en France, d'importantes difficultés, dans, dans le cadre de l'égalité. On a parlé des violences policières. Devant la justice, je pense que, hem, statistiquement, devant les tribunaux, selon où on est jugé, selon, comment dire? Le profil des personnes jugées et cetera, les choses ne vont pas se dérouler de la même manière. Même moi, dans mon expérience personnelle, je peux voir que des clients qui sont de telle origine ou qui ont tel ou tel nom, pour le même type d'affaires, ne vont pas être jugés de la même manière. Si tu veux, il y a parfois des a priori qui font que, voilà, il y a des structures, de pensée, où on va se dire que voilà, par exemple, je donne un exemple, un maghrébin qui va être présenté devant une juridiction pour être jugé pour du trafic de stupéfiants, on va se dire que, voilà, c'est quelqu'un, qui a l'habitude de faire ça, même s'il se présente depuis la première fois et cetera. Si ça va être une personne, on va dire, par exemple, blanche et cetera, français de souche, bah, finalement, on va se dire que c'est peut-être accidentel et cetera. C'est quelque chose qui peut, dérouler. Maintenant, je ne fais pas de généralité. Ce que je dis, c'est que oui, il peut y avoir des perceptions différentes et un traitement différencié, des uns et des autres en France. C'est quelque chose qui est réel et d'ailleurs pas qu'au niveau de la justice. Dans l'accès à l'emploi, enfin dans tous les domaines, il y a un certain nombre d'études et cetera, extrêmement documentées qui permettent de l'étayer. Et ce qui me fait, finalement rejoindre ton positionnement, c'est que moi-même, dans mon métier, je le constate qu'il y a une réelle trace psychique de la discrimination, qui n'est pas la même selon qu'on a grandi en France, qu'on a grandi à l'île Maurice ou qu'on ait grandi en Angleterre. Et effectivement, que ce soit celui qui vit la discrimination ou celui qui n'a jamais été discriminé, eh bien, ça donne des regards très différents. Et donc, je suppose que ceux qui sont en position de juger, peut-être même parfois en position de défendre, peuvent être envahis par des biais qui font qu'ils ne jugeront pas du tout de la même façon une personne qui a des origines qu'une personne qui n'en présente pas. Et de toute façon, dans les chiffres, ça se constate. Donc effectivement, je pense que ça, c'est des luttes communes, que le droit, la psychologie et d'autres domaines des sciences, ont en commun. Samim, s'il y avait une loi que tu aimerais, rajouter ou créer, est-ce que tu sais, laquelle ce serait? Alors, en réalité, heu, ma réponse va être peut-être surprenante, mais moi je suis convaincu que le dispositif législatif que nous avons, que ce soit sur la lutte contre les discriminations, sur le racisme et cetera, je pense que tout est suffisant. Mais ce serait l'application qui serait importante. Moi, ce que je fustige justement en France, c'est que lorsqu'il y a des personnes, que ça soit par exemple, il y avait quelques années, il y avait un mouvement, pour la reconnaissance de l'esclavagisme et cetera.
pour que chaque racisme différent puisse être reconnu. C'est-à-dire que, d'abord, on avait dans les dispositions législatives et réglementaires le racisme au sens large qui était évoqué. Après, on a voulu ajouter l'antisémitisme, rajouter effectivement, comment dire? Le racisme, comment dire? Contre, à l'égard d'une ethnie, d'une religion, et cetera. Pour moi, tout ça, c'est que de l'illusoire. À la base, le texte, une loi, elle a vocation à être générale et impersonnelle et s'appliquer au plus grand nombre de cas. Si on a déjà une loi qui s'applique, par exemple, hein, parce qu'on n'est pas là pour parler que du racisme, mais une loi qui s'applique contre le racisme, ça vise tous les racismes. Et donc, commencer à vouloir faire de l'inflation législative, à vouloir édicter une loi à chaque fois qu'un groupement va dire oui, il y a telle ou telle chose, c'est finalement euh, donner de l'illusion. On va créer une loi pour donner l'impression que ça avance alors que ça n'avance pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moins une loi qu'une application concrète de la loi. C'est-à-dire que euh, je ne pense pas forcément qu'il y ait une loi à créer que j'aimerais voir exister, mais ce que j'aimerais, c'est que les lois existantes soient clairement appliquées et de la même manière pour tout le monde. Et donc, s'il faudrait une loi pour cela, bah, ce serait une loi qui aurait vocation à faire en sorte que les lois soient appliquées de la même manière pour tout le monde, tout simplement. Qui rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Samim, nous arrivons aux 3 dernières questions de notre entretien, qui sont pour moi des questions, très centrales puisque finalement ça définit un peu ce que ton métier t'a donné. Donc qu'est-ce que ton métier t'a appris sur l'humain? Alors, mon métier m'a appris sur l'humain, on va dire, que l'humain, est loin d'être parfait et le savoir, c'est la première étape, heu, peu importe dans quel sens on se place, qu'on soit celui qui soit pétri d'imperfection ou celui qui fait face à l'imperfection. Le fait de le savoir, c'est la première étape pour, ne pas justement être dans une forme de rejet de cela et pour avoir un regard lucide sur le monde qui nous entoure. Donc ce que ça m'a appris, on va dire, c'est un petit peu terre à terre ce que je vais dire, mais c'est que l'humain, est loin d'être parfait, mais que personne ne peut l'être, d'un autre côté. Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur le monde? Ce que ce métier m'a appris sur le monde, c'est que, effectivement, on est un monde qui est plein d'inégalités, mais encore une fois, le fait de le dire, ça ne veut pas dire que, on sera dans une forme de pessimisme. Je pense que, tout peut être changé et à l'échelle de chacun, selon les engagements de chacun, les compétences de chacun et les velléités de chacun, je pense qu'on peut chacun agir, dans notre sens pour faire en sorte que le monde qui nous entoure, soit meilleur, de ce qu'il était auparavant. Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi? Ce que ce métier a pu m'apprendre sur moi, c'est peut-être que, en réalité, heu, à la place qui est la mienne, je ne peux pas faire grand-chose sans les autres. C'est-à-dire qu'un avocat, sans les affaires qu'il défend, il n'existe pas. Aussi compétent puisse-t-il être, si, on n'a pas la confiance des autres, qui vont nous faire confiance pour qu'on puisse les accompagner et cetera, ben, on ne sera rien d'autre qu'un avocat, mais sans ce côté, parfaitement important. Un avocat n'est rien sans les autres, sans les affaires qu'il défend et cetera. Donc on parlait tout à l'heure du rapport, aux autres, mais au-delà du rapport aux autres, je pense qu'un avocat n'est rien sans les autres et finalement, l'avocat n'est qu'un accessoire des affaires qu'il défend ou des causes qu'il défend. Sans ces dernières, il n'existe pas. Merci pour cette très belle réponse. De mon point de vue, je dirais que l'avocat, avant de commencer son travail avec les autres, il a aussi un rapport à soi qui passe peut-être par une éthique qui lui est propre ou une déontologie peut-être dont il n'a même pas conscience et un sens de l'être humain. Et les avocats, à mon avis, les plus engagés, ceux justement à qui on a confiance, c'est ceux qui dès le début avaient une espèce d'essence justement de justice qui dépasse peut-être le moment où on met la robe. Donc les avocats comme toi, Samim, qui se positionnent et qui se battent et qui ont des gens autour d'eux, c'est pour moi des avocats qui ont cette essence et c'est pour ça qu'on est très heureux de t'avoir interviewé aujourd'hui.
Bah, je t'en remercie chaleureusement, Fanny.